Et puis nous démarrons ce tour d'horizon de l'actualité africaine avec le plus grand événement mondial régional organisé en Afrique, la 3e édition de la UAV ICT Competition qui a été officiellement lancée à Dakar cette semaine. Ce concours vise à mettre en compétition des étudiants dans plusieurs domaines comme le cloud, le network, l'innovation, de promouvoir la croissance de l'écosystème des talents en ICT. Depuis son lancement, près de 170 000 participants issus de 80 pays ont pris part à ce concours. Au Sénégal, le ICT Competition a enregistré la participation de 3 000 étudiants grâce à une collaboration avec le gouvernement du Sénégal. 10 bourses ont été offertes aux étudiants pour poursuivre leurs études en Chine. L'année dernière, le concours a enregistré 1200 inscrits au Sénégal. Au Mali, s'acheminerait-on vers une confrontation Russie-Mali? Dans notre Zoom d'Afrique d'hier, nous avons évoqué l'hypothèse d'une arrivée de Russes au Mali qui pourrait permettre à l'image de la RCA de réduire la marge de manœuvre de l'occupation française. C'est une très belle perspective. D'ailleurs, à New York, le ministre des Affaires étrangères de la jeune a rencontré Lavrov et a évoqué des coopérations en réponse de quoi Lavrov a dû désirer coopérer pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a rencontré son homologue russe Sergei Lavrov en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a noté la volonté de Bamako de maintenir la coopération sécuritaire avec la Russie. Évoquant l'adhésion permanente de la Russie au Conseil de sécurité, il a appelé le gouvernement de Moscou à continuer de soutenir le Mali et a déclaré « Nous espérons que cette coopération sera également dans l'intérêt de la sécurité financière ». Le ministère russe des Affaires étrangères a également déclaré que l'objectif principal de la réunion entre ministres des Affaires étrangères des deux pays était la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mais est-ce un feu vert au déploiement de la Russie au Mali? Visiblement pas. Les Russes continuent à afficher le silence sur le sujet. De là, on pourrait conclure une autre hypothèse. Cela nous étonnerait que la France, qui occupe depuis 8 ans le Mali et qui en a été jusqu'à une confrontation avec la Russie en RCA, laisse la Russie entrer si facilement au Mali. À moins que ce soit un stratagème pour délirer le mouvement anti-occupation du peuple malien, surtout pour que la junte donne l'impression d'être davantage pro-américaine et pro-otanienne que pro-russe, et les derniers propos de ces officiers ont l'odeur du scénario destiné à tendre un piège à la Russie. Des drones iraniens bientôt à Abuja lors d'une rencontre entre son homologue nigérien. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé la sérieuse détermination du 3e gouvernement iranien à élargir les relations avec le Nigeria et a fait part de l'innovation faite par le président iranien de son homologue nigérien à se rendre à Téhéran. Lors de cette rencontre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, tout en soulignant la série de déterminations du nouveau gouvernement à élargir les relations avec le Nigeria, a annoncé que l'élargissement des relations commerciales des secteurs privés des deux pays est un facteur nécessaire pour atteindre cet objectif. Il a également annoncé que Mahan Airlines était prête à établir une ligne directe vers Lagos. Concernant la question de Cheikh Zakzaki, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a déclaré « Le cas Cheikh Zakzaki a atteint un bon point dans une action constructive des responsables du Nigeria ». Le ministre nigérien des Affaires étrangères a également transmis le message chaleureux du président aux hauts responsables de l'Iran. Au Tchad, le Conseil national de transition, le Parlement provisoire, a été nommé vendredi dernier par le décret du chef de l'État Mahamat Idriss Déby, composé de 93 membres, dont un tiers de femmes. On y retrouve d'anciens parlementaires, de politico-militaires, 2 membres de la société civile. En effet, c'est au Tchad que la France a piloté le meilleur scénario du coup d'État. Comment ça se fait qu'un putschiste nomme le Parlement? Comment la France tue la démocratie au Tchad? Luc Michel, géopoliticien, répond à nos questions. Le problème en Afrique, c'est de savoir pour qui est fait le coup d'État. Soit il y a des coups d'État pro-occidentaux, comme en Guinée-Conakry il y a quelques jours, soit il y a des coups d'État qui sont des coups d'État panafricains et qui n'ont rien à voir avec les Occidentaux. Le processus du gouvernement de transition, il est défini précisément par le nouveau pouvoir à Djamena. Il y a quelques semaines, le nouveau pouvoir était allé voir comment les choses se passaient à Bamako, où on a également nommé un nouveau conseil de transition.
À Bamako, il faut le rappeler, ce sont des colonels pro-russes qui viennent d'orienter complètement leur pays vers la Russie, notamment en donnant une gifle diplomatique à la ministre française des armées, Florence Parly, en choisissant donc de recevoir des conseillers russes et en créant une école de guerre malienne à Bamako, ce qui va former une génération d'officiers au service de leur pays et plus au service de l'Occident. La caractéristique du nouveau CNT, donc, c'est qu'il s'inspire de l'expérience malienne, en particulier les nombreux éléments pro-français, ils sont noyés avec les éléments de l'opposition patriotique et ils sont neutralisés. On note particulièrement dans le nouveau conseil de transition l'ancien Premier ministre Kassiré, que j'avais rencontré dans les années 90 en Libye et qui était très proche de Kadhafi. Ça vous donne donc l'orientation. Il faut constater quelque chose, c'est que le processus, il neutralise les réseaux de George Soros. Il faut savoir que les réseaux de George Soros, ils ont tenté depuis 2 ans une série de coups d'État contre les régimes qui ne respectaient pas l'ordre occidental. Le régime du président Idriss Déby Itno, le régime au Sénégal, le régime en Guinée-Conakry précisément d'Alpha Condé et le régime du Bénin. Ces révolutions de couleur qui ont eu lieu lors des présidentielles, elles ont échoué. En particulier au Tchad, c'était un des derniers actes politiques de feu le maréchal Idriss Déby Itno. Il avait neutralisé, à la tête de ce processus, il y avait un jeune opposant qui s'appelle Success Masra et qui est la marionnette de George Soros. Il faut savoir que, par exemple, le coup d'État en Guinée-Conakry, il poursuit la révolution de couleur tentée par les réseaux de George Soros et il a à la tête de son aile civile un opposant qui s'appelle Cellou Dalein Diallo, qui est l'homme des Américains. Donc au Tchad, ces réseaux sont neutralisés alors qu'ils organisent depuis des semaines des manifestations dans la rue qui n'ont pas un grand succès parce que ces groupuscules ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ont espéré au début de la transition qu'on allait discuter avec eux et partager le pouvoir, et Djamena n'est pas tombé dans le piège. Actuellement, il y a une réaction en Afrique contre les groupes de George Soros. Par exemple, Macky Sall a entamé un processus contre le groupuscule Y en a marre. Y en a marre, c'est un des principaux groupes de George Soros en Afrique. Il a pris la place du groupe européen Haute-Port, basé à Belgrade, dans la formation des cadres. Donc, dans les formations des cadres de ce qu'on appelle les révolutions de couleur du printemps africain, c'est Y en a marre qui joue ce rôle de formation. Il y a eu des séminaires de formation, notamment sous Kabila de l'opposition congolaise, qui se sont tenus à l'époque au Sénégal. Aujourd'hui, Macky Sall a tourné le dos à tous ces gens, et comme il connaît la dangerosité de ces gens qui essayent de le renverser, il a adopté des mesures qui sont similaires aux mesures de la Russie et aux mesures de la Chine, c'est-à-dire des procès et des interdictions de financement. George Soros, avec ses fondations sud-africaines, ne peut plus financer des mouvements d'opposition au Sénégal. Au Tchad, c'est le même phénomène. On a neutralisé donc, les groupuscules de George Soros et on a neutralisé les éléments pro-français. Vous devez sortir de ce tropisme. Je sais que vous n'aimez pas les coups d'État, mais les coups d'État qui ont lieu dans des zones sous contrôle de l'Occident n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe en Afrique. En Afrique, ce qui se détermine, comme disaient les marxistes, ce sont les conditions politiques et géopolitiques objectives de ces coups d'État. Il y a donc des coups d'État pro-occidentaux. J'ai donné d'ailleurs un Zoom Afrique il y a quelques semaines là-dessus. Et il y a des coups d'État qui sont faits contre des régimes qui sont des régimes qui se tournent vers le bloc de l'Est. Il faut donc les juger complètement différemment. Il faut savoir que s'est tenue le mois dernier à Moscou la conférence internationale sur la sécurité. Des accords ont été négociés militaires avec un certain nombre de pays. Le Mali, c'est le scandale actuellement avec l'arrivée des paramilitaires russes au Mali, avec par exemple le Nigeria qui a signé hier des accords militaires, avec le Congo-Brazzaville qui a signé des accords navals avec la flotte russe, et il y a eu des accords, ce qu'on ignore le plus souvent, signés avec, avec le ministre de la Défense du Tchad,
et qui sont des accords de liaison militaire entre l'armée russe et l'armée tchadienne. À cette occasion, Vladimir Poutine a rencontré en tête-à-tête le ministre de la Défense tchadien, donc celui du gouvernement de transition du général Mahamat Idriss Déby Itno, et Vladimir Poutine a fait une déclaration avec le ministre tchadien. Il a déclaré que l'armée tchadienne et l'armée russe, je cite, combattaient le terrorisme, c'est-à-dire les kafkiristes, dans la même tranchée. C'est cela qu'il faut comprendre pour comprendre ce qui se passe actuellement à N'Djamena. Il faut savoir donc que le général Mahamat Déby Itno, le fils d'Idriss Déby Itno, il avait été formé aux affaires par son père et il était associé au pouvoir de N'Djamena depuis une dizaine d'années. C'était un officier d'actif, c'est un officier de parachutiste, c'est pas quelqu'un réfugié dans les états-majors, c'est quelqu'un qui est commandé à plusieurs reprises sur le front, notamment contre le groupuscule du FAK qui a tué le maréchal, et dans la zone du Tibesti voisine de la Libye. En 2019, il a éliminé les groupes taskiristes à la frontière libyenne et repris le contrôle du Tibesti et de ses mines d'or pour le compte du maréchal Idriss Déby Itno. C'est donc l'ancienne équipe du maréchal qui est aux affaires actuellement à N'Djamena. Et malheureusement, évidemment, il y a toute une campagne de la France pour faire croire que, soi-disant, N'Djamena serait proche de Paris. Ce n'est pas du tout le cas. On dit en Afrique, d'ailleurs, que Macron prétend soutenir le Tchad comme la corde soutient le bambou.